Monsieur Ferguson est sociologue à l'INRIA, directeur scientifique du labor IA. Il est expert dans l'intelligence artificielle et travaille au niveau international. Il dirige un programme au ministère du Travail à ce sujet. Ses travaux portent sur les usages de l'IA dans les organisations autour de 3 grands enjeux: les conditions de travail, les compétences et le dialogue social. Donc l'émergence de l'IA, elle fait craindre des fortes suppressions d'emplois et une dégradation des conditions de travail. Que disent les études à ce sujet? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, effectivement, j'ai le plaisir de diriger ce programme qui a été initié par le ministère du Travail et INRIA en novembre 2021. C'était un moment où on estimait que le sujet commençait à gagner en maturité, mais sur lequel on pensait qu'on avait encore une certaine capacité d'agir. On était sur un phénomène qu'on considérait comme arrivant à maturité dans les 4-5 ans. Et puis, exactement 1 an plus tard, est arrivée une nouvelle forme d'IA qui était connue dans la science, mais qui est arrivée surtout dans les mains du grand public, l'IA dite générative, que vous connaissez peut-être plus précisément sous le nom d'une de ces applications emblématiques qui est ChatGPT. Et l'émergence de cette forme d'IA et le fait qu'elle arrive entre les mains du grand public avec une diffusion, on y reviendra, qui a été exceptionnelle, eh bien, a complètement changé ma mission et je dirais la temporalité de ma mission. Là, on m'avait demandé de préparer le futur du travail. Eh bien, désormais, je suis sur des actions beaucoup plus présentes avec une accélération du sujet dans l'intégration des environnements de travail. Mais on y reviendra. D'abord, la première question que je voudrais me poser avec vous, c'est: l'IA est-elle enfin devenue employable? Puisque ça fait vous avez commencé le symposium, vous savez peut-être que l'intelligence artificielle n'est pas née le 30 novembre 2022 avec la sortie mondiale de ChatGPT, mais que l'intelligence artificielle est une discipline de recherche qui est apparue pour la première fois dans son acronyme intelligence artificielle le 31 août 1955. Donc si vous comptez bien, le 31 août 2025, nous avons fêté les 70 ans du terme intelligence artificielle. Et dans cet article qui fait apparaître cet acronyme, eh bien, est posé ce qu'on appelle la conjoncture de Dartmouth, c'est-à-dire la conjoncture fondamentale de l'intelligence artificielle. Quelle est-elle? Tout ce qui se passe dans l'esprit humain, dans le cerveau humain, peut être décrit de façon suffisamment précise, de façon à ce qu'ensuite on puisse le reproduire et le faire simuler par une machine. Voilà quel est l'objectif, voilà quelle est l'hypothèse fondamentale de l'intelligence artificielle. Tout ce qui se passe dans notre cerveau peut être décrit de façon suffisamment précise pour ensuite pouvoir le reproduire et le faire faire par une machine. Et donc, 1 an après l'apparition du terme, ces 10 messieurs, vous voyez qu'on a très tôt dans l'IA un problème de diversité, se réunissent pour poser les bases de cette discipline. Et voilà ce qu'ils vont énoncer. Notre objectif, c'est de faire réaliser des tâches par des machines qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains parce qu'elles nécessitent des processus mentaux de haut niveau. Des processus mentaux de haut niveau qu'on va essayer de faire reproduire. Et évidemment, un des grands objectifs de cette discipline, c'est qu'une fois qu'on est parvenu scientifiquement à reproduire ces processus mentaux de haut niveau, c'est qu'on les mette au travail. Comment parvenir à reproduire ces processus mentaux de haut niveau? Eh bien, 2 façons de faire se dégagent assez vite dans la discipline, 2 trajectoires, 2 propositions. La première va consister à essayer de reproduire le raisonnement humain. Comment raisonnons-nous? Elle va consister à aller voir pour chaque domaine les experts des meilleurs niveaux et à leur demander: mais comment faites-vous? Et l'expert va expliciter, éliciter son raisonnement. Et ce raisonnement, les informaticiens vont essayer de le décrire et de le reproduire dans la machine. Donc, par la machine. Donc, la première approche consiste à reproduire le raisonnement humain. La deuxième approche, qui se dégage dès les années 50, n'est pas de reproduire le raisonnement humain, mais de reproduire l'apprentissage humain. Comment apprenons-nous? Eh bien, nous nous représentons notre apprentissage comme une situation où l'enfant,
puisqu'on commence le monde à l'état de l'enfance, va faire des associations, des connexions entre des expériences. C'est pour ça qu'on l'appelle l'approche connexionniste. Il va connecter des expériences et ces connexions vont lui servir de modèle de raisonnement. Par exemple, vos parents vous montrent un livre d'images, vous expliquent que c'est un chat, vous font prononcer le miaulement du chat, miaou, et puis ensuite vous allez voir un chat dans la vraie vie, et votre cerveau va faire une configuration qu'on va appeler un motif, un pattern, un modèle, et ce modèle va vous servir à reconnaître le chat pour le restant de votre vie. L'humain a besoin de quelques expériences pour produire cette configuration. La machine, il lui en faut beaucoup plus. Généralement, il lui en faut quelques millions. Donc voilà les deux grandes approches. Mais voilà, l'histoire des sciences a fait que l'approche symbolique, qu'on appelle aussi l'approche logique, reproduire le raisonnement humain, s'est imposée dans la discipline pendant ses premières décennies d'existence. Alors, mettre l'IA au travail, c'était évidemment un des objectifs, et celui qui a énoncé cet objectif avec peut-être le plus de crédibilité, c'est Herbert Simon, qui faisait partie des 10 messieurs que vous avez vus dans le panel de photographie que je vous ai montré. Et lui, il est à la fois prix Alan Turing d'intelligence artificielle, ce qui est l'équivalent du prix Nobel dans notre discipline, et prix Nobel d'économie. Voilà, il est prix Nobel d'économie pour ce qu'on appelle la théorie de la rationalité limitée. Qu'est-ce que la théorie de la rationalité limitée ? La plupart du temps, dans les organisations, nous devons trouver des solutions satisfaisantes à des problèmes qui n'ont pas de solution optimale. Nous devons trouver des solutions satisfaisantes à des problèmes qui n'ont pas de solution optimale, ce qu'on appelle dans le jargon des optimums locaux. Et c'est ça qui intéresse Herbert Simon, c'est rendre les machines capables de résoudre ce type de problème. Eh bien, lui, il est très confiant. Comme beaucoup de ces chercheurs dans les années 50, il nous annonce en 1958, dans 20 ans, les machines seront capables de réaliser tout ce que les humains peuvent faire. Ça ne vous a pas échappé, ce n'est pas arrivé. Alors pourquoi c'est si difficile de faire travailler les machines ? Eh bien, nous les sociologues, et on partage cela avec beaucoup de chercheurs dans les sciences dures, nous aimons bien faire référence à ce qu'on appelle le paradoxe de Polanyi. Que nous dit le paradoxe de Polanyi ? Nous en savons plus que nous pouvons en dire. Nous en savons plus que nous pouvons en dire. Ça veut dire que quand vous allez voir votre meilleur expert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que vous lui demandez « mais comment fais-tu » eh bien, il ne vous dit pas tout. Et s'il ne vous dit pas tout, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il le sait. Et le paradoxe de Polanyi va encore plus loin. Plus on est bon dans un domaine, moins on sait ce que l'on sait, parce que l'expertise se loge dans l'indicible de l'expérience au travail. C'est-à-dire que vous vivez le travail, vous allez développer une expérience que vous n'allez pas être capable de décrire parce qu'en fait, elle s'embarque dans votre corps. Qu'est-ce que l'expertise ? L'expertise, c'est un professionnel qui a développé une capacité à réduire l'irréductible fossé entre la théorie, ce que l'on apprend à l'école, et la pratique, le vrai monde. Et cette capacité-là, elle est très difficile à décrire. Alors pourquoi, à partir des années 2010, on a commencé à dire que le paradoxe de Polanyi était en train de vaciller ? Eh bien, il s'est passé 3 événements extrêmement importants. Le premier événement, c'est la Google Car, la conduite autonome d'un véhicule sans accident pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Le deuxième événement, c'est la victoire de Watson à Jeopardy. Watson, c'est le nom d'un programme que IBM a créé. Et ce programme va terrasser 2 des plus grands joueurs de l'histoire télé américaine à un jeu que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Je ne peux pas voir la salle, donc je ne peux pas savoir. Jeopardy. Jeopardy, c'est un jeu où on vous donne les réponses et vous devez trouver les questions. Ce qui est fascinant, ce n'est pas que Watson ait toutes les questions, en l'occurrence, et toutes les connaissances, mais c'est qu'il terrasse ces joueurs extrêmement puissants. Si vous avez vu Question pour un champion, vous êtes probablement comme moi fasciné par la rapidité avec laquelle ces joueurs comprennent ce qu'on attend d'eux. Eh bien, Watson les terrasse dans les conditions du direct, en dialogue naturel. C'est un candidat comme un autre. Le troisième événement est moins connu, mais il est beaucoup plus important pour la science, c'est le concours ImageNet. Le concours ImageNet, c'est un concours de reconnaissance d'images par ordinateur. On appelle ça le Computer Vision. Depuis que ce concours existe, les performances des machines plafonnent à 75% de bonnes réponses. En 2012, Geoffrey Hinton, qui est un des 3 prix Alan Turing, avec Yann Lequin et Joshua Bengio, pour ses travaux sur l'IA moderne, qu'on appelle les réseaux de neurones, eh bien, arrive avec une équipe d'étudiants et leur machine va faire moins de 10% d'erreurs.
Et ce qui fascine les participants, au-delà de la performance, c'est que cette machine utilise précisément l'approche connexionniste qui avait été mise de côté pendant des décennies par les experts en intelligence artificielle, par les chercheurs en intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle la revanche des neurones. Quel est le point commun entre ces trois événements? La machine a été capable de réaliser une tâche que nous ne sommes pas capables de décrire. La machine a été capable de réaliser une tâche que nous ne sommes pas capables de décrire. Quand nous avons les ingrédients, mais que nous n'avons pas la recette d'une tâche, eh bien, la machine est désormais capable de produire sa propre recette à partir des ingrédients que vous lui avez donnés. Quel est le nom de ces ingrédients? Les données, les data. Qu'est-ce que nous avons désormais que nous n'avions pas dans les années 60? Le big data, c'est-à-dire cette énorme quantité de données disponibles sur Internet qui va permettre aux machines d'apprendre avec des grands volumes de données des tâches que nous ne sommes pas capables de décrire. Alors on commence à mettre les machines au travail, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Vous vous souvenez, je vous avais dit 2010, Google Car, 2011 Watson, 2012 concours ImageNet, 2013 un article rédigé par des économistes d'Oxford nous annonce que 47% des emplois américains peuvent disparaître d'ici 20 ans au regard de ces progrès de l'intelligence artificielle. Alors, en 2013, il n'y a pas d'IA au travail, donc ils ne vont pas aller regarder dans les entreprises, ils vont aller regarder dans les laboratoires. Et ils vont aller regarder les performances de la machine, ce qu'elles savent faire, mais aussi ce qu'elles ne savent pas faire. Et c'est là-dessus qu'ils vont se concentrer. Ce qu'elles ne savent pas faire selon eux et ce qu'elles ne sauront pas faire à un niveau satisfaisant dans les 20 années à venir. Et on va appeler ils appellent ces incapacités de l'IA des goulets d'étranglement à la frontière technologique, ce qui est un peu pénible un samedi matin. Donc on va les appeler les incapacités de l'IA. Quelles sont les incapacités de l'IA selon eux en 2013? La perception et la manipulation, la dextérité des doigts, la dextérité manuelle, les espaces de travailler dans des espaces de travail exigus, dans des positions inconfortables, comme des artisans. Bon, à côté de mon plombier, je vous ai mis une image qui est un anachronisme, puisque ChatGPT n'existe pas en 2013. C'est un constructeur en 2023 qui a habillé son bâtiment de cette publicité, et ChatGPT finit ce bâtiment. Vos compétences sont irremplaçables. Vous avez beau savoir bien utiliser ChatGPT, il ne finira pas un bâtiment. En 2013, il constate que l'intelligence artificielle est également limitée dans sa créativité, avoir des idées nouvelles, les beaux-arts. À chaque fois que vous devez faire face à une situation où il n'existe pas une solution connue, que vous allez devoir résoudre un problème, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir faire preuve d'adaptation. Et bien là, on vous dit que l'intelligence artificielle est encore trop sous-performante. Et enfin, l'intelligence sociale. Comprendre les autres, négocier, persuader, prendre soin des autres. Voilà le raisonnement de Frey et Osborne. Plus votre métier mobilise les incapacités de l'IA, moins il est exposé à l'IA. En revanche, moins un métier mobilise les incapacités de l'IA, plus il est exposé à l'IA. Et donc ils vont construire une analyse en projetant ces incapacités de l'IA sur une base de données qui s'appelle la base Honnête, qui décrit les compétences pour chaque métier, mobilisé par chaque métier aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à cette projection. Les métiers les plus exposés à l'IA seraient les transports, la production, l'administration, vente et les services, parce qu'il y aurait une faible mobilisation de ces métiers des incapacités de l'IA. Et du côté des métiers peu exposés, les médecins, à part les radiologues, l'art, l'éducation, l'ingénierie et le management, précisément parce que ces métiers mobiliseraient beaucoup les incapacités de l'IA. Pour la France, le cabinet Roland Berger nous dit que ça représenterait 42% des emplois français. 10 ans plus tard, l'OCDE va produire une étude qui reprend peu ou prou la méthodologie de Frey et Osborne. D'abord, ils vont aller dans les laboratoires et ils vont aller voir les 10 applications de l'IA qui ont connu les progrès scientifiques les plus significatifs. Donc cette étude date de 2023. Quelles sont-ils? Quelles sont-elles ces applications? La reconnaissance des pistes musicales, la reconnaissance du langage, la traduction, les jeux de stratégie abstraites, la modélisation du langage, la réponse à des questions visuelles, la reconnaissance d'images, la génération d'images, la compréhension de la lecture et les jeux vidéo en temps réel. Voilà ce sur quoi l'IA a le plus progressé sur cette période. Quel est le point commun entre ces applications? L'IA a davantage progressé sur les tâches cognitives non répétitives. Deuxième question que pose l'étude,
sur quelles compétences d'adultes l'IA a le plus progressé sur cette même période. Là, l'OCDE ne va pas utiliser la base Honnête, qui était la base utilisée par Frey et Osborne, mais la base PIAC, qui est une enquête mondiale que l'OCDE réalise sur les compétences des adultes. Donc, sur quelles compétences d'adultes l'IA a-t-elle le plus progressé? L'ordonnancement de l'information, c'est-à-dire la capacité d'un adulte à organiser l'information selon une règle qu'il a définie en avance. La mémorisation, qui n'est pas la mémoire brute, mais la mémoire persistante, c'est-à-dire celle que vous utilisez quand vous voulez enchaîner les raisonnements. La vitesse de perception, c'est la vitesse d'un adulte à identifier les similitudes et des différences dans des ensembles de données et d'informations. La vitesse de structuration, c'est la capacité d'un adulte à identifier des unités de sens, des unités logiques dans des grands ensembles d'informations. Et enfin, la flexibilité de structuration, c'est la capacité d'un adulte à identifier ces unités de sens dans des grands ensembles d'informations, mais ces informations pertinentes sont masquées par des informations distrayantes qui n'ont rien à voir avec votre sujet. Voilà sur quoi l'IA a le plus progressé sur cette période. Troisième question, sur quelles compétences d'adulte l'IA a-t-elle le moins progressé sur cette période? La stabilité membra, la résistance, la force statique, la force dynamique et la force du tronc. L'IA a beaucoup progressé dans l'abstraction des raisonnements, elle a beaucoup moins progressé dans la connexion d'une unité de raisonnement et d'un corps. On sait faire des machines qui bougent, on sait faire des machines qui imitent la pensée, mais des machines qui bougent et qui pensent, c'est très très difficile à réaliser. La première question, c'était sur quelle application l'IA a le plus progressé. La deuxième question, c'était sur quelles compétences d'adulte l'IA a le plus progressé. La troisième question, c'était sur quelles compétences d'adulte l'IA a-t-elle le moins progressé. La quatrième question, c'est sur qui mobilise les compétences d'adulte sur lesquelles l'IA a le plus progressé. Eh bien, l'OCDE nous dit que les trois métiers théoriquement les plus exposés à l'IA dans les années à venir sont managers, directeurs généraux et ingénieurs. C'est-à-dire exactement et symétriquement l'inverse de ce qu'on nous disait en 2013. Seulement, l'OCDE nous dit aussi que le vocabulaire de l'IA a beaucoup changé en 10 ans. Là où on parlait de robots, on parle de plus en plus d'assistants. Un robot, c'est une machine à qui vous déléguez une tâche pendant que vous faites autre chose. Par exemple, votre lave-vaisselle. Un assistant, vous travaillez avec lui. Pendant que votre lave-vaisselle lave la vaisselle, vous pouvez lire un livre. L'assistant, il lave la vaisselle avec vous et il lit le livre avec vous. Donc là, les choses changent. On est moins dans l'idée d'une machine qui nous remplace, on est plutôt dans l'idée d'une machine qui transforme notre travail. Et aujourd'hui, au ministère du Travail et de l'Emploi, nous travaillons sur l'hypothèse suivante. 50% des métiers français pourraient potentiellement voir leur métier profondément transformé. C'est-à-dire que plus de 50% des tâches qui composent leur activité sont concernées par l'usage de l'IA. Question, est-ce que c'est gratifiant? Est-ce que c'est épanouissant? Est-ce que ça fait sens de travailler avec l'IA? Cette question, avant même que les sociologues y répondent, on commence à avoir des éléments de réponse parce que est arrivée l'IA générative. L'IA générative, je vous ai dit en introduction que ça a complètement changé mon métier. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord complètement changé l'échelle de l'IA. Avant l'arrivée de l'IA générative, de type ChatGPT, maintenant il y a Gemini, il y a Mistral, il y a Claude, eh bien, moins de 1% des Français pouvaient dire en conscience « j'utilise l'IA dans mon travail ». Avec l'arrivée de ChatGPT, aujourd'hui on considère qu'au moins 20% des Français ont déjà essayé au moins une fois de travailler avec l'IA. ChatGPT et désormais l'IA générative de façon plus large est l'application qui a connu l'accélération, la rapidité de diffusion la plus forte de l'histoire d'Internet. Internet est arrivé à maturité pour le grand public au milieu des années 90. 100 millions d'utilisateurs atteints en 2 mois. Donc on est à 20% de professionnels qui utilisent l'IA au travail régulièrement, enfin qui l'ont utilisé au moins une fois. Mais là où avant les moins de 1% c'était des initiatives d'employeurs qui adressaient une solution d'IA à leurs employés, eh bien aujourd'hui le 20% c'est plutôt une initiative d'employés qui utilisent l'IA au travail sans en avoir informé leur manager et leur employeur. C'est ce qu'on appelle le shadow AI, l'usage de l'IA dans l'ombre.
55% des Français qui ont déjà utilisé un logiciel d'IA dans le cadre du travail ne l'ont pas dit à leur hiérarchie. Et ChatGPT est devenu en 2023, c'est-à-dire quelques mois après sa sortie, la première application Shadow IT du monde. Le Shadow IT, c'est une solution, numérique que vous utilisez au travail sans en avoir informé votre employeur. Depuis 2 ans, 2 années auparavant, les 2 années précédentes, pardon, c'était LinkedIn qui était la première application Shadow IT. Alors, ça pose une question. Que font les travailleurs quand ils utilisent l'IA au travail sans qu'on leur ait demandé? Eh bien, vous voyez qu'ils vont chercher effectivement des gains de productivité, c'est tout en haut. Ils vont chercher en 4e position la réalisation de tâches répétitives. Mais regardez ce que j'ai mis en avant. La créativité, l'innovation, l'inspiration. Non seulement cela signifie qu'on est bien dans les tâches cognitives de haut niveau non répétitives, mais ça dit précisément que les métiers qui utilisent l'IA sont ceux qui ont besoin d'être créatifs, innovants et être inspirés. Et donc, on est bien dans ces métiers que le CDE avait mis en avant, un manager, directeur généraux et ingénieur. Et quand on regarde le schéma d'utilisation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plutôt en mode lave-vaisselle, mon lave-vaisselle fait la vaisselle pendant que je fais autre chose, ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode assistant qui nous augmente pour faire la vaisselle et pour lire un livre, eh bien on voit que le schéma dominant, c'est le schéma d'augmentation. 57% des utilisateurs de l'IA générative l'utilisent dans un schéma d'augmentation, c'est-à-dire des assistants qui vous augmentent pour réaliser vos tâches. J'ai fait quelques études sur ce sujet-là et j'ai trouvé quelques grands cas de figure, quelques portraits. Ce portrait est celui d'une commerciale polonaise qui dit utiliser l'IA générative pour convertir culturellement ses démarches commerciales avec des pays dont elle soupçonne que la culture est incompatible, notamment les pays latins. Donc en fait, elle va demander à ChatGPT de rendre sa démarche commerciale plus facilement acceptable par des pays qui ont une culture différente. Ça, c'est un expert comptable qui dit qu'en fait, sur toute la partie information, données, très chronophage, recherche de chiffres, etc., elle utilise ChatGPT, mais qu'elle se garde son jugement professionnel sur le client. C'est-à-dire que là, elle estime que pour évaluer intuitivement, personnellement, professionnellement son client, c'est elle la plus compétente. Par contre, elle utilise de plus en plus l'IA pour la partie chiffres. Et c'est intéressant parce que les experts comptables, on les appelle les métiers du chiffre. Et là, on a un graphiste, un créatif, qui dit utiliser ChatGPT non pas pour créer, mais pour regarder son travail de façon à le regarder avec un regard totalement dépouillé de ce qu'il estime être les certitudes. Vous savez ce que disait Steve Jobs, avant 30 ans, on se fait ses habitudes, après 30 ans, c'est les habitudes qui nous font. Et lui, il a très peur d'être figé dans des certitudes, figé dans des habitudes, dans des convictions qui l'empêchent d'explorer plus largement son potentiel créatif. Et donc, il va demander à ChatGPT de regarder son travail comme un enfant, comme un extraterrestre qui aurait un regard totalement neuf. C'est intéressant parce que ces professionnels, on leur a pas dit de faire ça. C'est eux qui l'ont créé. Ils ont créé l'assistant en fonction de ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, 45% des Français utilisent l'IA régulièrement. C'est moins que la moyenne nationale, mais c'est un chiffre qui est en permanente augmentation, 40%, plus 40% par rapport à 2024. Mais si on regarde la tranche d'âge 18-24 ans, c'est 85%. 85% des 18-24 ans l'utilisent et 31% seulement pour les 35 ans et plus. Si on regarde du côté des étudiants, 99% des étudiants Bac plus 4 disent l'utiliser, 92% régulièrement. 65% des étudiants disent que la présence de l'IA générative sera un critère majeur pour choisir leur première entreprise, leur future entreprise. Et pour cause, 51% des étudiants disent qu'ils ne pourraient pas se passer de ChatGPT sur un certain nombre de tâches. Ceux qui utilisent l'IA au travail, je vous ai dit c'est à peu près 20%, ils sont 29% à dire qu'ils ressentent un gain de productivité supérieur à 40%. Donc on a des collectifs de travail aujourd'hui qui sont fracturés à plusieurs niveaux. Des jeunes qui utilisent, des moins jeunes qui n'utilisent pas, des jeunes qui vont très vite, des moins jeunes qui vont moins vite. Mais tout se fait autour de la vitesse, comme si c'était la seule valeur du travail. La seule valeur du travail serait-elle d'aller vite ou serait-elle de faire du bon travail ? Et aujourd'hui, on sait qu'on a des jeunes qui potentiellement vont trop vite avec l'IA au regard de leur véritable capacité à interroger de manière pertinente l'IA et de leur capacité à évaluer de manière consciencieuse et pertinente les résultats. Et on a des professionnels experts
qui peut-être sont sous-utilisateurs parce que précisément, ils auraient la capacité à bien interroger et à bien interpréter avec leur sens critique, mais eux, ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, on a des collectifs de travail qui sont fracturés autour d'utilisateurs qui utilisent trop et de non-utilisateurs qui n'utilisent pas assez. Voilà, des jeunes qui vont trop vite et des experts qui ne vont pas assez vite. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on pourrait réunir ces deux communautés pour trouver le bon usage de l'IA. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent, ils utilisent seuls. Le principal risque de l'IA, ce n'est pas son usage excessif, c'est son usage excessif et individualiste, seul, sans pouvoir avoir une discussion professionnelle sur les bonnes pratiques. Pourquoi les gens ne l'utilisent pas? Notamment parce qu'ils anticipent le fait que leurs collègues, leurs managers vont avoir un regard négatif sur ces usages. Les utilisateurs de l'IA anticipent que les non-utilisateurs vont considérer que cet usage, c'est de la triche, que cet usage, c'est un manque de compétences, cet usage, c'est de la paresse. Et donc, tant que j'anticipe un regard péjoratif sur mes pratiques, eh bien, je vais maintenir la clandestinité de mon usage. Voilà un paradoxe. On n'arrête pas de dire que l'IA, c'est le futur, que l'IA va être partout dans le travail, et ceux qui, dans le présent, l'ont déjà intégré, eh bien, anticipent le fait que c'est honteux d'utiliser l'IA au travail. Un des problèmes de cette clandestinité, au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça ne permet pas au collectif du travail de s'emparer de l'IA et de définir collectivement quel est le bon travail avec l'IA, c'est que beaucoup de ces usages transmettent aux propriétaires, aux fournisseurs de ces solutions des données sensibles. Un prompt sur 12 aujourd'hui contient des données sensibles. 45% de ces données sensibles correspondent à des données clients, donc ce sont des commerciaux, des jeunes commerciaux qui vont faire les devis avec ChatGPT ou avec une autre solution. 26% de ces données sensibles sont des données des employés. Donc là, on a des RH qui vont utiliser ces solutions. On a des managers qui vont rédiger les entretiens annuels avec l'IA générative. Donc tant qu'on reste dans la clandestinité, on ne peut pas lutter contre ces mésusages. Mésusages au détriment de la qualité du travail, mésusages au détriment de la sécurité des données. Ça, c'est une étude qui a été faite auprès de super utilisateurs de l'IA qui utilisent quotidiennement et ils ont regardé sur quoi ils l'utilisaient. Eh bien, ils l'utilisent prioritairement sur 6 usages dominants: la recherche d'informations, le brainstorming d'idées, la structuration de contenu, la rédaction des premiers brouillons, l'embellissement de texte et la révision des travaux. Et les avertissements qui sont donnés par les chercheurs autour de ces pratiques, c'est précisément qu'une grande partie de ces recours à l'IA se substitue à des relations sociales au travail. C'est-à-dire qu'un réflexe qui était de dire « je vais demander aux collègues » est en train d'être fragilisé au profit de « je vais demander à ChatGPT ». Les jeunes qu'on a rencontrés nous ont dit « je me fais senioriser par l'IA ». Donc là, on n'est plus du tout dans la relation d'avoir un assistant que l'on supervise, mais d'être supervisé par l'IA. Et un des problèmes, c'est de fragiliser les relations sociales, les relations humaines au travail et le transfert de compétences et le transfert de connaissances. Et un autre problème, c'est la qualité de ces connaissances. L'IA générative a plein de qualités, notamment en termes de raisonnement, mais elle a un défaut, elle a beaucoup de mal avec la vérité, elle a beaucoup de mal avec la factualité. Et si vous avez suivi cette semaine l'actualité de l'IA, vous avez peut-être entendu parler d'un des top 5, un des big 5 de cabinets de consultants qui a livré une étude au gouvernement australien et qui est obligé de rembourser partiellement l'argent qu'ils ont reçu parce qu'il y a eu une étude factuelle de ce document et que le document était bourré de fautes. Il était bourré de fautes parce que ces jeunes consultants n'ont pas vérifié, ils ont utilisé l'IA de façon trop rapide, sans remettre en question les résultats et sans notamment fact-checker, c'est-à-dire regarder la factualité des éléments qu'ils avaient produits. L'IA est très performante pour structurer des informations, elle est beaucoup moins performante pour générer des informations fiables. Voilà. Et ça, ils l'avaient oublié parce qu'ils cherchaient plutôt à aller vite qu'à aller bien. Donc ça va nécessiter que dans le collectif de travail, les rôles soient redéfinis, que les compétences soient bien définies, de telle façon à ce qu'on ait une véritable exigence sur la qualité du travail. Ce qui me permet de terminer avec quelques propositions sur aller vers la maturité IA, comment on va vers la maturité. La maturité IA, c'est pas utiliser l'IA générative tout de suite. La maturité IA, c'est pas simplement apprendre à prompter. Vous savez que un très grand nombre de projets IA d'entreprise ne sont pas passés à l'échelle, ne passent pas à l'échelle, c'est-à-dire ne sont pas mis en production.
Contrairement à ce que l'on croit, l'IA a du mal à intégrer le monde du travail, indépendamment de ses pratiques spontanées. Et une des raisons, notamment, c'est parce que les PDG qui investissent dans l'IA n'y vont pas parce qu'ils ont une vision très claire de ce que ça peut leur apporter, mais ils y vont uniquement parce qu'ils ont peur d'être en retard. Vous avez ce qu'on appelle des monétiseurs de l'angoisse, c'est-à-dire des gens qui gagnent de l'argent en vous faisant peur aux chefs d'entreprise, en leur expliquant que le train est parti, que toutes les entreprises qui sont dans le train, elles vont tout gagner, que les entreprises qui sont sur le quai, elles vont tout perdre, et 64% des PDG investissent dans l'IA uniquement pour monter dans le train. C'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et donc ils vont aller vers l'IA pour des mauvaises raisons. Et donc, ils vont faire avoir des projets qui échouent parce qu'ils ont une mauvaise compréhension des problèmes qu'ils ont résoudre. Ils ont pensé solutions avant de penser problème. Ils n'ont pas les bonnes données. Ils se concentrent sur la technologie et non pas sur les besoins. Ils n'ont pas suffisamment réfléchi sur les infrastructures. Et ils appliquent des IA à des problèmes trop complexes parce qu'on leur avait dit que c'était très intelligent. Donc, quelques principe pour aller vers l'IA de façon plus clairvoyante. Ça, c'est une étude que l'on a faite dans le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. On a mis un ensemble de critères et on a distingué les organisations ignorantes, des organisations informées, des organisations prêtes et des organisations compétentes. Voilà, je vais juste vous montrer les organisations ignorantes et les organisations compétentes pour que vous voyez le contraste. Les organisations ignorantes n'ont aucune feuille de route. Elles vont vers l'IA, mais sans aucune vision, sans aucun moyen particulier pour organiser une vision partagée, communiquée, transparente. Deuxième chose, ils n'ont pas formé réellement leurs collaborateurs. Moins de 25% des collaborateurs sont formés à l'IA. Il n'y a pas de talent IA. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des collaborateurs qui ont des compétences supérieures en matière d'IA, qui peuvent être des compétences légales, qui peuvent être des compétences d'intégration de l'IA, qui peuvent être des compétences de développement de l'IA. Les employés sont maintenus dans la peur d'être remplacés. Et enfin, ils n'acceptent pas les expérimentations. Ils ont une vision de la technologie qui est on achète une technologie et on l'intègre et ça marche. Ce qui n'est pas encore le degré de maturité de l'IA. Et ce n'est pas d'ailleurs la nature de l'IA qui est dynamique, qui apprend, qui progresse, qui régresse. Un projet IA n'est jamais réellement terminé. C'est un projet dynamique d'apprentissage organisationnel et d'apprentissage collectif. Si on regarde les organisations compétentes, elles ont une feuille de route, elle est communiquée, elle est transparente, elle est co-construite et elle est sponsorisée par un membre de la direction, elle est portée par un membre de la direction. 75% des employés sont formés. Il y a des niveaux avancés de certains employés, qu'on appelle des champions, qu'on appelle des ambassadeurs en fonction des organisations. L'IA est présentée et construite comme un moyen de potentialiser les collaborateurs et non pas de les remplacer et non pas de reparcelliser leur travail pour ensuite les rendre plus dépendants d'une machine. Et enfin, on encourage l'expérimentation, on encourage la trajectoire d'itération, c'est-à-dire des essais, des erreurs. On a compris que cette technologie, c'était une technologie qui n'était pas déterministe. Ce n'est pas un ordinateur que vous posez sur une table et ça fonctionne. Ce n'est pas un programme que vous maîtrisez de A à Z. C'est une technologie qui est probabiliste, dynamique, statistique et qui va toujours nécessiter un apprentissage pour mieux situer la façon dont les utilisateurs vont pouvoir travailler avec ces solutions. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous. Merci, M. Ferguson. En vous entendant, je me posais une question tout à l'heure. Dans les caméras qu'il y a dans les villes, là, est-ce qu'on peut déterminer qui est la personne qui passe dans la rue? Et je pensais à autre chose aussi. Hier, j'ai vu aux actualités une attaque d'une banque ou d'une bijouterie. Le gars, il est masqué et donc on ne le reconnaît pas. Est-ce que une personne masquée pourrait être reconnue par l'intelligence artificielle avec son nom, son adresse et patati? Alors, la reconnaissance d'image, la reconnaissance tout court, c'est une des plus grandes performances de l'IA moderne. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est possible, que c'est souhaitable et que c'est acceptable et que c'est légal. En France, aujourd'hui, et en Europe, il est interdit de reconnaître de manière biométrique, c'est-à-dire d'utiliser une technologie d'intelligence artificielle qui va analyser l'image captée par la caméra de vidéosurveillance de telle façon à pouvoir reconnaître l'identité d'un individu. C'est interdit. Durant les Jeux Olympiques, il y a eu une extension de l'usage de l'IA associée à la vidéosurveillance, mais ces usages ne consistaient pas à identifier des individus, mais des comportements à risque.
quels pouvaient être ces comportements à risque, par exemple la remontée de la foule, dans le sens inverse d'une foule, ou une situation dangereuse pouvait être des personnes allongées sur le sol, le fait d'avoir une arme, voilà, ça c'était reconnaissable. Mais par contre, on ne reconnaissait pas les individus, mais des situations. Le règlement IA qui va sortir en 2026, enfin qui va arriver à maturité en 2026, mais qui sur la partie reconnaissance faciale biométrique est déjà mature, eh bien va interdire la reconnaissance faciale, sauf dans quelques situations de type menace terroriste ou par exemple recherche d'enfants perdus. Donc là, évidemment, il va y avoir tout un enjeu de bien périmétrer l'activation de ces conditions. Par contre, ce qui est rigoureusement interdit, c'est l'association de la reconnaissance faciale et biométrique à un principe de scoring social. Le scoring social, c'est lorsque vous reconnaissez un individu, que vous regardez son comportement et qu'en fonction de son comportement, que vous allez qualifier de civil ou de non civil, par exemple, vous traversez en dehors des passages cloutés, vous traversez au rouge, vous jetez des papiers par terre, eh bien, vous allez avoir une note de citoyenneté qui va diminuer. Et en fonction de cette note, vous pourrez accéder à des services sociaux. Ça a l'air très terrible ce que je viens de vous raconter, mais ça existe dans certains pays, dans certaines grandes villes, comme dans des grandes villes chinoises, qui est une façon de s'assurer que les gens respectent la loi. Voilà. Et ça, c'est considéré comme rigoureusement interdit. C'est ce qu'on appelle un usage prohibé en Europe. Après, pour votre deuxième question sur les gens qui ont des cagoules hein, ou qui auraient les yeux masqués, bah, il faudrait entraîner un système d'IA à partir des éléments qu'on peut observer, par exemple simplement les yeux, à reproduire le visage. Bon, là, on aurait des statistiques qui seraient probablement un petit peu voilà, limitées, hein, parce que reconnaître un visage uniquement à partir des yeux, c'est compliqué. On a fait nous-mêmes l'expérience hein, lorsqu'on avait tous des masques. Hein, on a beaucoup interagi avec des gens qu'on rencontrait pour la première fois qui avaient des masques, et on était très surpris lorsque le bas du visage était dévoilé, était démasqué. Hein. Et là, on s'est rendu compte que ce bas du visage, eh bien, il était très important et que parfois, avoir vu les gens qu'à partir de leurs yeux n'était pas suffisant pour regarder leur visage. L'IA ne fonctionne pas tout à fait comme nous, mais voilà, ça serait limité, mais on peut imaginer que ça soit testé. J'ai entendu qu'on avait généré une pièce de Molière avec l'IA et qu'on allait la présenter à Versailles. J'ai lu ça hier. Oui. Donc là, c'est une grande question. Est-ce que l'intelligence artificielle peut créer? Est-ce qu'elle peut créer une œuvre originale? Et aussi, l'autre question, c'est comment on rémunère les artistes sur lesquels l'IA s'est appuyée pour créer son œuvre. Ce n'est pas la première fois que des professionnels vont jouer une œuvre produite par une IA. Hein. Il y a eu la 10e symphonie de Beethoven qui avait été réalisée alors avant l'IA générative et qui est jouée régulièrement. Et les artistes, les musiciens, ils trouvent beaucoup de plaisir. En fait, l'IA va s'entraîner à partir de données qui correspondent à l'artiste que vous voulez imiter, hein, que l'IA va imiter, et elle va essayer de reconnaître dans une œuvre, par exemple les pièces de Molière, les règles d'or de la pièce de Molière. Voilà, les règles d'or. Et puis ensuite, l'humain va lui donner quelques indications d'histoire, et elle va produire l'œuvre à la manière de Molière à partir de ce qu'elle a identifié comme étant ces fameuses règles d'or des pièces de Molière. Donc il va y avoir une pièce qui est originale au sens de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle ne correspond à rien de connu, mais pour autant elle se base sur une base de connaissances profondément humaine. La question, ça sera de savoir dans quelle mesure on pourra parler d'originalité de l'œuvre lorsque l'IA va générer des œuvres en s'entraînant à partir d'œuvres que d'autres IA ont générées elles-mêmes. Voilà. Et ça, c'est une question qu'on n'a pas encore résolue. Une autre question d'une dame qui ne parle qu'anglais, donc elle me l'a fait voir sur le papier. Elle peut me la poser en anglais si elle veut. Oui, mais la majorité ne vont peut-être pas comprendre, et moi en premier, c'est pour ça. Dans quel pays l'IA est le plus développé au monde? Alors, l'IA, il y a plusieurs grandes puissances de l'IA, mais en gros, la plus grande puissance de l'IA aujourd'hui, globalement, ça se passe aux États-Unis. Hein, c'est aux États-Unis qu'on a la plus grande puissance de l'IA. Ensuite, c'est la Chine. Et ensuite, c'est l'Europe. Voilà. L'Europe est très puissante sur la partie recherche et la France
est considéré par le dernier classement de Stanford comme la 5e puissance mondiale de l'IA. Et son principal atout, ce sont ses ingénieurs et sa recherche. Voilà. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la plupart des grands départements de l'IA sont dirigés par des Français. Par exemple, le département IA de Meta, qui est précédemment s'appelait Facebook, eh bien, est piloté par Yann Lequin, le Français. Un des grands problèmes de la France, c'est sa capacité à prendre une idée, à la développer commercialement et derrière à la passer à l'échelle, c'est-à-dire être capable de fournir un service à une très grande quantité d'entreprises ou d'individus. Donc on a un gros problème pour passer à l'échelle. Donc après ça, c'est pour les puissances développeuses. Ensuite, si on part en termes d'usage et en termes de maturité, il s'avère que les organisations où l'IA est le plus déployée, là où il y a le plus d'utilisateurs, sont plutôt dans ce qu'on va appeler l'Asie, les nouveaux dragons, c'est-à-dire tout ce qui est la Singapour, Hong Kong, c'est vraiment là où les entreprises ont le plus investi dans l'IA. Après, on a les États-Unis et c'est vrai que l'Europe et notamment la France est très puissante en termes, encore une fois, de développement et de recherche, mais plutôt en retard en matière d'intégration et d'adoption par les professionnels et par les particuliers. Alors, dernière question, la dame qui va vous poser une question en anglais. Alors. OK. Hello. Hello. I have a question about more human side of AI. Can AI develop sense of humor? Alors, est-ce que l'IA peut développer un sens de l'humour? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est souvent une des limites constatées de l'intelligence artificielle. En fait, quand vous demandez à l'intelligence artificielle une blague, vous vous rendez compte qu'il y a la compréhension statistique d'un effet comique, mais la blague n'est pas drôle. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait la mécanique du rire, mais qu'elle n'avait pas le sens du rire. Ceci étant dit, les assistants vocaux, vous avez peut-être entendu parler de Siri par exemple, qui était un des premiers assistants vocaux, et de manière générale, les systèmes d'IA qui interagissent en langage naturel avec les humains, souvent on les a paramétrés pour essayer d'être un petit peu drôle, même si c'est pas très très drôle, parce que les concepteurs ont compris que quand l'IA était en difficulté pour vous fournir la solution, une façon de réduire votre frustration, c'était de vous faire sourire ou de vous faire rire. Donc peut-être que vous avez déjà essayé votre agent conversationnel dans votre smartphone. Il n'est pas toujours parfait, il vous donne pas toujours la bonne réponse, mais souvent il essaie d'enrober sa réponse de quelque chose qui pourrait vous faire sourire ou qui est un petit peu amusant. Il n'est pas tordant, c'est-à-dire il n'est pas à mourir de rire, mais il est plutôt drôle. So, sorry, I did it in French, but the answer is AI conceptors are trying to embed a sense of humor in AI system, but usually it works functionally. It means that you can identify that AI is able to understand the mechanism of sense of humor, but it's not really funny. Conceptors are trying to embed this kind of sense of humor, even if it's not funny, just to make you a more enjoyable interaction with AI systems. So at the end, if you are not happy with what AI answered to you, you just smile because it was not really funny, but it was quite funny. And maybe you will forget that you didn't have the answer you wanted. So this is a mechanism that AI conceptors identify to make AI-human interaction more acceptable and more suitable. Dernière question par notre premier intervenant, Alexandre Arlin. Oui, bonjour Yann, c'est Alexandre de Polaria. Merci pour la présentation. Je vais revenir sur ce que tu disais sur l'intégration du coup de l'IA dans les organisations du travail, vu que c'est un peu le domaine aussi dans lequel on intervient à Polaria. Et effectivement, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais le fait que les intégrations se font plutôt de manière individuelle et que c'est difficile de passer au niveau collectif,
Dans la présentation, je vois que tu l'expliques beaucoup par en fait certains chefs d'entreprise qui vont dans l'IA plutôt par le FOMO, la peur d'être en dehors. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, d'une manière technique, le fait que ce soit un peu plus complexe et un peu plus long de mettre en place des solutions d'IA ou parfois des automatisations collectives? Enfin, nous, on le voit, c'est assez facile effectivement pour que chaque individu comprenne un peu la base, puisse l'utiliser dans son quotidien. Mais dès qu'on veut mettre un système pour une organisation, forcément ça demande un peu plus de temps et un peu plus de complexité. Donc est-ce que tu as ça en tête dans les chiffres que tu as donnés? Oui, Est-ce que vous pouvez répondre rapidement parce que le café refroidit? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, ce qu'on arrive à peu près à faire, en tout cas à créer comme sensation, c'est une augmentation individuelle de productivité, un sentiment individuel d'aller plus vite. Par contre, on a du mal à récupérer et à le diffuser à l'échelle organisationnelle. Je pense qu'une des raisons, c'est que pour le moment, même des experts comme vous à Polaria, c'est votre job tous les jours, hein, eh bien, ça reste un objet que moi j'avais qualifié un jour dans un article, c'est un objet organisationnel non identifié. C'est-à-dire qu'il a des propriétés un peu nouvelles en tant qu'objet technique. Le fait qu'il apprend, le fait qu'il peut interagir avec nous, certains d'entre eux en langage naturel, le fait qu'il ait tous ces sujets éthiques aussi qui nous traversent, c'est un peu nouveau en tant qu'objet technique, et les individus arrivent à peu près à gérer toutes ces situations à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, on n'a pas encore mis en place, je dirais, une capacité collective à domestiquer cet objet organisationnel non identifié. Et voilà, on voit bien que les intégrateurs comme vous, et vous êtes aussi des concepteurs, eh bien, vous maîtrisez toute une partie, mais un peu comme les individus et les collectifs sont en train d'apprendre à savoir qu'est-ce que c'est ce type d'objet, il y a aussi les fournisseurs sont aussi en train d'apprendre quelque part comment on intègre cette nouvelle catégorie d'objets un peu empirique, hein, c'est-à-dire statistique. C'est quoi un objet statistique? C'est quoi une technologie qui apprend? Eh bien, tout ça doit encore passer à l'épreuve, je dirais, de notre capacité à domestiquer cet objet organisationnel non identifié. Merci encore, M. Ferguson. Merci à vous, bonne continuation.